Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, ce petit direct, ce n'est pas pour durer. J'aimerais saluer tous ceux et toutes celles qui sont connectés en ce moment. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi Mauricien, que plein de droits, Padrino, Kamari, Dezouna, Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu du coureur de jupon. Voilà, le politicien appelé le coureur de jupon. Entre parenthèses, Laurent Gbagbo, on aimerait parler de lui parce que à cause de ce monsieur, des gens sont morts en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, de jour en jour, nous constatons qu'il est irresponsable. Il faudrait que ça soit clair. D'autres diront que non, c'est un père de famille, c'est un homme politique. Oui, c'est un homme politique. Et ces actes qu'il pose provoquent des morts en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on se dise la vérité. Homme politique ou pas, vous savez, la vie du peuple ivoirien dépend des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Donc, un homme politique qui se dit père de famille, qui se dit grand, qui se dit un vieux, doit savoir marcher pour éviter que la population ivoirienne meure cadeau. Pour éviter que la population ivoirienne meure gratuitement. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Vous voyez, nous, quand on lance des appels aux militants de l'opposition, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est parce qu'on leur veut du mal. Ils pensent que c'est parce qu'on ne veut pas leur bien. Ils pensent que c'est parce que nous les détestons. On ne déteste personne. Nous ne sommes pas là pour détester nos amis, nos frères, nos sœurs de l'opposition. D'ailleurs, nous compatissons à votre douleur parce que nous savons que la situation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas ce que vous avez voulu vivre. Ce n'est pas une situation pareille que vous avez souhaité. Mais malheureusement, les réalités sont là. Et donc, le rêve est permis, mais les réalités font que vous êtes dans une autre situation que vous n'avez pas voulu. Alors, nous, quand on fait des vidéos pour vous demander de vous rallier au sein du RADP, de vous rallier au RADP, de vous rallier à Alassane Ouattara, personne ne veut écouter. De vous à moi, quand vous prenez Alassane Ouattara, que vous le voulez ou pas, que vous le vouliez ou pas, Alassane est ivoirien d'abord. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Quand vous prenez la personne d'Alassane, vous prenez la personne d'Henri Konan Bédié, et que vous prenez la personne de Laurent Gbagbo, qui de ces personnes, de ces trois personnes dont je viens de citer, est responsable? Qui de ces trois personnes se fait respecter? Vous-même, vous le savez. Hein? Qui de ces trois personnes, d'abord, il se fait respecter? Il n'y a pas de photo. Mais son Excellence, M. Alassane Ouattara, est la personne qui se fait respecter. Son Excellence, M. Laurent Gbagbo ne se fait pas respecter. Son Excellence, M. Henri Konan Bédié ne se fait non plus pas respecter. Pourquoi je le dis? Vous-même, vous le constatez. Leurs propres militants, ils ne comprennent pas. Parce que les autres, soi-disant hommes politiques, ils sont incapables de discipliner leurs propres militants. C'est le désordre au sein de leur parti politique. Mais des leaders qui veulent mener un combat. Un combat politique, parce que le combat de l'Afrique n'est pas n'importe quel combat. On ne peut pas confier de nos jours l'Afrique à des plaisantins. Parce que pour être le capitaine d'un navire, il faut que toi-même tu sois sérieux. Il faut que toi-même tu ne sois pas perturbé par les vagues de la mer qui vont affronter ton navire. Alors,
Ceux-mêmes qui veulent pousser, c'est-à-dire conduire le peuple ivoirien, élever nos nations en Afrique, ceux-mêmes qui veulent faire émerger la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Ils sont incapables de faire émerger leur propre parti politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils créent un mouvement ou un parti politique, ou toi-même, tu es incapable de faire émerger ton parti politique. C'est toute une nation que tu peux faire émerger. D'ailleurs, le problème, ces opposants pleurent. Alassane est un dictateur, Alassane est un dictateur. Alassane seul, vous êtes incapable de vous relever face à Alassane Ouattara. Je dis bien, vous êtes incapable de vous relever face à Alassane Ouattara. C'est-à-dire, pour vous là, Alassane, il est le véritable problème. C'est lui qui fait que vos partis politiques ne peuvent pas émerger. C'est lui qui fait que vous êtes incapable de vous révéler, de vous réveiller. C'est lui qui fait que vous êtes incapable de vous réunir. Alassane seul. Bon, si face à Alassane Ouattara, vous êtes incapable, c'est face à la France que vous pouvez. C'est face aux États-Unis que vous pouvez. C'est face à l'Union européenne que vous pouvez. C'est-à-dire Alassane Ouattara, homme politique ivoirien, qui est président de la République, face à lui, vous êtes tous au tapis. Est-ce que c'est en prenant la Côte d'Ivoire pour affronter la France, pour affronter l'Union européenne, pour affronter les États-Unis que vous pouvez? C'est-à-dire vous êtes incapable de mener une lutte contre Alassane Ouattara lui seul. Et c'est face à toute la France, à l'Union européenne et les États-Unis que vous pouvez mener une lutte. Voilà pourquoi je demande à ceux qui militent au sein de l'opposition de ne pas se voiler la tête. Écoutez, vos yeux là, ouvrez ça. C'est-à-dire le petit adversaire du quartier, tu n'arrives même pas à le terrasser, tu n'arrives même pas à le mettre au tapis. Et toi, c'est les Louba, les Mike Tyson que tu veux affronter sur un ring. Pour affronter les Mike Tyson, ils représentent la France, les États-Unis, l'Union européenne. Et les petits soldats, c'est-à-dire les petits du quartier, là, ce sont les Alassane. Tu es incapable de terrasser les petits du quartier. Et c'est les Mike Tyson, tu dis non, je veux un combat. C'est un combat déloyal, tu veux. Parce qu'il va te mater tellement. Tu seras dans un coma calamiteux profond. Tu vas oublier d'où tu viens. Et c'est ça le cas de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui se dit homme politique. Il est capable d'affronter Alassane. Henri Konan Bédié qui se dit homme politique. Il est capable d'affronter Alassane Ouattara. Et puis il pleurniche. Ouattara dit, on ne peut rien faire dans ce pays. On peut rien faire. Donc face à Alassane Ouattara, si vous ne pouvez rien faire, c'est face à la France, vous pouvez faire quelque chose. Je comprends. Je comprends pourquoi le pays a été divisé en deux. Je comprends pourquoi vous n'avez pas pu sécuriser le peuple ivoirien. Je comprends pourquoi les Ivoiriens sont morts sous votre régime. Je comprends pourquoi la sécurité ivoirienne n'était pas garantie pendant que vous étiez au pouvoir. Parce que vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Et à cause de ces gens-là, beaucoup sont morts, beaucoup d'Ivoiriens. C'est ce qui me fait mal. C'est-à-dire, voilà un peuple. Lorsque on parle à ce peuple de faire très attention, d'avoir raison gardée, de ne pas suivre les mots d'ordre de ces derniers, parce que ces derniers, ils donnent des mots d'ordre sans pouvoir même définir les idées qui les conduisent à donner ces mots d'ordre. Ils n'ont aucun but, aucun objectif, mais ils sortent parce qu'ils sont dans les émotions. Sortez, et d'autres aussi, étant envahis par ces mêmes émotions, ils sortent. Mais ils militent, ils ne savent même pas pourquoi ils militent. Résultat, des morts. Et en retour, ils ne vont pas pour aller dire Yako aux familles des victimes. Ils s'en foutent. Ils s'en fichent de vous. Ceux qui sont en prison, ils s'en foutent d'eux. Ils n'ont rien à foutre d'eux. Et puis après, ils passent derrière vous pour aller négocier. Pour eux-mêmes, ils ne négocient pas pour vous qui êtes morts. Non, 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 non. Vous êtes mort ou pas, ce n'est pas leur problème. Vous êtes en prison ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils négocient pour qu'eux-mêmes ils puissent avoir leur argent. Quand vous voyez sur la toile les probabos, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? C'est une histoire de mer. C'est-à-dire ce sont les dessous seulement. C'est-à-dire le peuple ivoirien est là. Les Ivoiriens sont là. Alassane fait son effort pour aider le peuple à avancer. Eux là, ils n'ont rien à foutre. L'Ivoirien souffre, l'Ivoirien ne souffre pas. Tout ce qu'ils savent, c'est l'histoire de caleçon. Ils ont envahi les réseaux sociaux.
ta mère, Nati Baba, Simon Gbagbo, ça s'insulte dans tous les sens. Et ça fait honte à l'Afrique. Ça fait honte. Je dis bien, ça fait honte à toute l'Afrique. Parce que quand on vous regarde, on dit, mais ils sont quoi? Ivoiriens. Et moi, étant Ivoirien aussi, j'ai honte. Parce qu'ils vont dire, mais voilà comment les Ivoiriens se comportent ici en Europe. Voici comment le comportement des Ivoiriens. Ils ne vont pas voir les probables, mais ils voient l'image de l'Ivoirien à travers vous. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Et si cela se passe comme ça, c'est parce que Gbagbo, il est irresponsable. Voilà quelqu'un qui veut gouverner un pays. Voilà quelqu'un qui a des ambitions politiques, qui avait été déjà une fois dirigeant au sein de notre nation, qui a fait ses preuves. Et ces preuves ont été des épreuves négatives. Des preuves négatives. Qui a gouverné dans la négativité totale, qui n'a rien prouvé aux gens. Ou bien tout ce qu'il a prouvé, c'est le regret total de son règne. Il a fait regretter le peuple ivoirien. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que ce monsieur a encore des idées politiques, il a encore des ambitions politiques, et il veut toujours revenir au pouvoir. Mais quelqu'un qui veut revenir au pouvoir, il faut être responsable. Quand il voit ses militants s'entre-déchirer, insulter, caressant des uns et des autres, ou caressant des unes et des autres, il devrait avoir honte. Parce que les militants sont à l'image de leur leader. Ah oui, tu suis un parti politique, tu es dans un parti politique parce que le leader t'a convaincu. Tu es dans un parti politique parce que tu fais confiance au leader. Et tu suis les idéaux du leader. Alors si tu suis les idées du leader, et que toi, tu te dis que tu marches dans les pas de ton leader, et que tu te comportes comme ça, c'est que tu as l'image de ton leader. Donc Laurent Gbagbo qui est capable d'arranger son propre foyer. Nati Baba, Simon Gbagbo. Il est capable de mettre de l'ordre. Est-ce que c'est dans la Côte d'Ivoire il va mettre l'ordre? Mais vous-même, regardez quand même. Est-ce que dans ça, là, toi-même, toi qui me regardes, si tu me détestes, il faut être pro Gbagbo à fond. Mais disons-nous la vérité, mon frère, ou ma soeur, regarde-moi droit dans les yeux. C'est comme ton village, tu as un village, n'est-ce pas? Je vais parler comme ça, les gens ils vont comprendre. Parce que si on ne leur parle pas comme ça, terre à terre, ils ne comprennent pas. Ils sont tellement dans les émotions, donc je vais utiliser une autre tactique. Regarde-moi mon frère, ou ma soeur, tu me regardes, non? Ok. Il faut bien me regarder, dis-moi. Dans ton village, imaginons dans ton village, tu connais les villageois de ton village, les villageoises et les villageois. Chacun pose sa candidature. Mais parmi eux, chacun a son slogan. L'autre dit, bon, l'autre il n'est pas mieux placé pour diriger le village. L'autre dit, non, l'autre n'est pas mieux placé pour diriger le village. L'autre dit, si je viens, je vais redorer le blason du village. Je vais relever le village. Je vais mettre de l'ordre. Le désordre ne sera plus la vie quotidienne. La vie quotidienne de ces villageois. Mais pendant que ce même il le dit, chaque soir tu l'entends en train de bastonner sa femme. Chaque jour tu le vois en train de faire des histoires avec ça. Il a deux femmes et il est incapable de les gérer toutes les deux. Et ses enfants se bagarrent. Toujours la bagarre. Et puis le père de ces enfants là, qui veut apporter la tranquillité dans le village, il est capable lui-même d'apporter la tranquillité dans sa propre famille. Et ce dernier, il vient, il te dit non, je vais apporter la tranquillité dans le village. Pendant ce temps, toi-même, tu es son voisin, tu le vois chaque jour. Et ses enfants se bagarrent. Ses femmes s'insultent par personne interposée. Et lui-même, il est muet, il ne peut rien faire. Il est incapable de régler le conflit qui se passe au sein de sa famille. Et il te dit non, je vais régler tous les problèmes du village. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu vas dire, mais lui là c'est un menteur. Pour donner l'exemple, il faut d'abord résoudre ce qui se passe chez toi. On dit, il faut déjà balayer. Il faut d'abord balayer devant ta porte avant d'aller balayer devant la porte de ton ami. Alors, dans un pays qui veut donner une leçon de moralité aux gens, doivent eux-mêmes, c'est-à-dire les membres du pays, doivent eux-mêmes nous donner l'exemple de la tranquillité, de l'ordre au sein de leur propre parti politique. Et ensuite, ils pourront parler de la sécurité du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, quand ils veulent faire des sorties hasardeuses,
Non, les microbes, mais au sein de votre propre parti, il y a des microbes. Ah oui, mais ceux qui sèment le microbe, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de s'aimer le désordre. C'est de ne rien respecter. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est contre la loi. Il fait le contraire de ce que la loi demande de ne pas faire. Ce sont des microbes. Et quand c'est comme ça, lorsqu'il y a un non à la loi, ça veut dire le pays, il y a le désordre. Parce qu'un pays est bien et exemplaire lorsque tout le monde respecte au moins la loi du pays. Mais quand on dit ce pays est dangereux, ça veut dire les habitants de ce pays-là, ils agissent selon leur volonté. Ils s'en fichent des lois du pays. Et quand c'est comme ça, si on dit de ne pas voler, mais chacun fait ce qui lui plaît, donc il s'en va voler. Mais il fait ce qui lui semble bien. Et donc quand c'est comme ça, on les appelle les rebelles. C'est ça qu'on appelle rébellion là. Mais oui, parce que tu te rebelles contre la loi de ton pays. Ou soit on les appelle les microbes. Ce sont les gens, comment l'histoire de microbes est définie en Côte d'Ivoire? On dit les enfants en conflit contre la loi. Donc quelqu'un qui est en conflit contre la loi, c'est quelqu'un qui ne respecte aucune loi du pays, qui fait ce que lui il a envie de faire, et non ce que la loi lui demande de faire. Alors mais c'est le même cas qu'on voit au sein du pays. Le pays est gangréné par des microbes. Est-ce que je me fais entendre? C'est-à-dire, au sein du pays, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de règles? Est-ce que les règles du pays demandent aux militants du pays d'insulter Caléson des gens, d'insulter maman des gens, ta mère comme ça, je mets mon doigt, je fais, mais quelle est cette humiliation? C'est ça les règles du pays. Les lois, ou bien la loi du pays là, vous demande d'humilier vos amis, militants ou militantes. Mais non, si la loi du pays ne vous permet pas cela et que vous le faites, c'est que vous êtes des microbes au sein de ce parti. Alors, au lieu de vendre des idées tordues, nauséabondes et puantes au peuple ivoirien, d'abord éradiquer les microbes qui sont au sein de votre parti politique et ensuite vous pourrez parler ou dialoguer avec le peuple ivoirien pour proposer votre stratégie. Mais c'est ça. C'est-à-dire il y a les grandes puissances. Dans ton pays, ça ne va pas. Il y a des microbes. Tu veux éradiquer ces microbes, tu n'as pas de solution. Tu vois les grandes nations, tu fais appel à une nation. Ah, viens m'aider à lutter contre les microbes de mon pays. Mais si tu fais appel à la grande nation, c'est que tu es convaincu que cette grande nation a déjà vécu ça. Et a déjà eu l'expérience aguerrie, a déjà fait ses preuves quelque part dans un autre pays, ou bien au sein du pays qui est cette grande puissance. À ce moment-là, tu demandes à cette grande puissance de venir mettre sa stratégie qu'elle avait mis sur pied lorsque elle était confrontée, c'est-à-dire cette grande puissance était confrontée à ce même phénomène. Et à ce moment-là, cette grande puissance vient pour dire, écoutez, on a vécu cette même situation de telle année en telle année. Voilà comment on a fait pour éradiquer ça, ce phénomène. Donc on vient apporter notre expertise à votre pays. À ce moment-là, tout le monde est content parce qu'on sait de quoi vous êtes capable. Mais vous voulez lutter contre les microbes en Côte d'Ivoire parce que c'est ça. Les microbes, ce sont les enfants qui sont en conflit contre la loi. Donc, ce que les lois ivoiriennes demandent, eux, ils font le contraire. Au pays, on constate qu'il y a ce même problème. C'est-à-dire des microbes, des gens qui se disent militants du pays, qui ont des cartes d'électeurs du pays, qui ont des cartes, je dis cartes d'électeurs, des cartes du parti du pays, qui ne respectent pas les lois du pays. En ce moment-là, il deviennent des microbes au sein du parti. Mais quand c'est comme ça, vous voulez apporter une expertise à la Côte d'Ivoire entière. Pourtant, vous-même, ce problème, vous êtes confronté à ce même problème, ce même phénomène de microbes. Que faites-vous pour régler ça? Maintenant, si vous avez une stratégie pour prouver aux gens que non, ces microbes ne vous effraient pas, arranger cette histoire de microbes, une fois arrangé, tous les Ivoiriens, ils ont les yeux, ils ont les oreilles, ils attendent, ils voient, ils vont dire, ah, le pays avait subi ce même problème.
Alors, comment ils ont pu faire pour régler ce problème? Ce qu'ils ont fait là, ils vont apporter leur savoir-faire, leur connaissance, leur expertise à toute la Côte d'Ivoire pour éradiquer ce problème de microbes. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes incapable de régler pour vous. Non, c'est quand on va venir au pouvoir. Vous venez au pouvoir où? Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que vous allez venir au pouvoir. Peut-être que vous allez venir au pouvoir dans le pays du FPI. Si vous avez créé votre pays qui s'appelle FPI, vous allez venir au pouvoir là-bas, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Il faudrait que ça soit clair. Partagez le direct. Parce qu'avec moi, c'est la profondeur. Avec moi, ce n'est pas une histoire de rigoler. Non, avec moi, c'est de creuser et de faire comprendre aux gens. Avec moi, c'est de faire sensibiliser le peuple. C'est pour pousser à chacun de nous de comprendre ce qu'il y a. Ce n'est pas une question d'émotion. Mais ce que je dis, chacun de nous sait ce que Guégui est en train de dire. Et c'est la vérité absolue. Il n'y a pas d'histoire de truc. Quand vous voyez le Rambabo, est-ce qu'il réussit à rassembler le FPI? Le FPI est décapité jusqu'à son dernier retranchement. Il est incapable de restructurer ce parti. Et c'est la Côte d'Ivoire, il veut prendre. Tous ces gens qui meurent pour le FPI, là, le FPI a fait quoi pour eux? Depuis 2000, hein, les gens ne font que mourir pour le FPI. Et Gbagbo, en retour, là, Gbagbo a déjà fait quoi? Ils avaient beaucoup d'argent, ils ont dépensé combien de milliards? 20 milliards. Le mouvement CNT là, qu'ils ont créé là, vous savez combien ils ont dépensé? 20 milliards mes frères. 20 milliards de francs CFA pour faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Leur coalition là, ils ont dépensé 20 milliards pour faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Ça a échoué, les 20 milliards sont tombés à l'eau. Or, le peuple ivoirien était confronté à une pandémie appelé Covid-19, les gens étaient confinés en Côte d'Ivoire. Or, en Côte d'Ivoire, on sait, des gens vivent le jour au jour. C'est-à-dire, ils n'ont aucun contrat CDI ou CDD. Chaque jour, ils sortent et ils partent dans leur gouvernement. Et ce qu'ils ont gagné le jour là, c'est ce qu'ils mangent avec leur petite famille ou la grande famille. Donc, une famille, des gens comme ça qui sont confinés, ils font comment pour manger? Alors, il n'y a plus rien. Parce que si quelqu'un vit du jour au jour et qu'il est confronté à un confinement généralisé en Côte d'Ivoire, il va mourir de faim. Mais l'opposition avait ces 20 milliards. Qu'est-ce que l'opposition a fait? Est-ce que l'opposition a essayé de faire preuve de charité? Les œuvres de charité sont les bienvenues. C'est-à-dire acheter des denrées alimentaires, donner quelque chose aux gens qui sont les plus démunis pour leur venir en aide. Ils ne l'ont pas fait. Ils passaient leur temps à payer des armes pendant que les Ivoiriens mouraient. Et ces mêmes opposants ont l'audace et le culot de venir critiquer Alassane Ouattara, de venir indexer Alassane Ouattara. Non, ils pillent l'argent, mais eux, tous ces 20 milliards, là, ils ont pris ça où? Mais pendant qu'ils régnaient, ils ont volé le pays. D'autres ont cassé des banques, on le sait. D'autres ont braqué la BCAO. La BCAO en Côte d'Ivoire, d'autres ont pillé les caisses de l'État. Ils ont fui tout cet argent parce qu'ils avaient un objectif pour payer des armes et venir encore assassiner le peuple ivoirien. Voilà leur projet. Sinon, venir donner, aider le peuple à manger à sa faim, ils n'ont rien à foutre. Ils vous envoient dans la rue. Est-ce que vous qui êtes morts, ils ont payé cercueil pour vous? Non. Ils avaient l'argent pour payer les armes, mais ils n'avaient rien pour payer les cercueils. Ils n'avaient rien pour arranger vos tombes. Ils n'avaient rien pour vous envoyer à la morgue. Ils n'avaient rien pour vous, pour prendre des avocats pour vous libérer des prisons parce qu'ils ont envoyé d'autres aller brûler des bus. Et comme la loi interdit cela, le vandalisme, alors ceux qui ont commis ces actes notoires ont été paisiblement conduits à la maca pour qu'ils puissent goûter la chambre, la chambre douée ou bien la chambre douée et confortable. Alors étant là-bas, pourquoi ces mêmes opposants qui ont dépensé 20 milliards en arbres n'ont-ils pas pris des avocats pour les défendre? Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Et quand on dit ça aux gens, ils sont dans les émotions. Et nous les opposants, écoutez, les opposants ne vous aiment pas. Ils aiment que leur ventre. Vous savez, on les appelle les ventripologues.
C'est des gens qui font la politique du ventre. Ils font leur bruit. Lorsque tu mets quelque chose et qu'ils mangent, ils savent que leurs ventres sont remplis, c'est fini. Vous allez voir, tous ces bruits vont cesser. Est-ce qu'Alassane n'a pas calmé leur bruit? Vous vous êtes posé des questions. Pourquoi ces bruits se sont calmés immédiatement? Mais c'est eux tous, ils sont des corrompus. C'est eux qui accusent Alassane Ouattara et son gouvernement d'être un gouvernement corrompu. Mais eux-mêmes, là, ils sont quoi? Question. Parce que c'est ce que je dis. Eux-mêmes, ils sont corrompus et ils accusent les autres d'être corrompus. Parce que pour lutter contre un système ou un phénomène, il faut être toi-même un exemple. Mais tu accuses les autres, vous êtes des corrompus. Vous votez, mais eux-mêmes, Alassane, il a suffi à Alassane Ouattara de leur griller, de faire glisser un billet vert dans leur poche et puis ils ont calmé. Ils se sont calmés rapidement. Ce sont des petits billets verts et puis ils ont fermé leur bouche. Ils n'ont plus parlé. On va se réconcilier. Mais derrière cette histoire de on va se réconcilier là, qu'est-ce qui s'est passé? Demandez-leur. Demandez-leur, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a donné des millions de francs CFA. C'est moi qui vous le dis. Assou Adou a pris 500 millions au nom du pays pour entamer les démarches de la négociation. Pourquoi ils ne vous ont pas dit la vérité, vous les militants du FPI? Est-ce qu'ils ont donné pour vous? Vous avez marché, vous êtes morts gratuitement, d'autres sont en prison. Les 500 millions qu'on leur a donnés au nom du pays là, Assou Adou a mis ça où? Ils ont mis ça dans leur poche. Et suite à ça, on va discuter le dialogue. Mais qu'ils vous disent la vérité. Derrière cette histoire, cette demande de dialogue, ils ont reçu combien? Ils ont reçu combien de francs CFA? Donc vous comprenez que vos opposants, que vous faites autant confiance, ne sont pas blancs comme la neige. Ce n'est pas des gens qu'on ne peut pas corrompre. Donc au lieu d'accuser Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé, c'est un corrompu, c'est un blanc, hein, habillé en peau de noir, mais dans sa tête il est blanc. En eux-mêmes, ils font ce qu'ils reprochent à Alassane Ouattara. C'est ça l'Afrique, l'être humain noir. Tu dis à l'autre qu'il est voleur, pourtant toi-même, hein, tu bouffes aussi l'argent du vol. Tu dis, oh, il a volé. Quand il te donne, tu prends et puis tu mets, tu dis, on va négocier. Oh, tu l'as accusé tout de suite d'être voleur. Mais quand il se retourne pour te donner aussi le jeton, hein, du vol, tu prends. Et puis tu bouffes. En ce moment, tu es quoi aussi? Mais tu es aussi voleur. Mais c'est clair. Tu es un voleur aussi. Donc arrêtez de suivre ces opposants. Rejoignez le RADP. D'autres s'est cru. Quand je dis ils n'ont qu'à rejoindre le RADP, chez eux c'est foutaise, c'est trop foutaise. Je vous le dis parce que j'ai fait des démonstrations. Et donc écoutez la vidéo du début jusqu'à la fin. Et vous allez voir pourquoi Dieu vous demande de rejoindre le RADP. Parce que le RADP, il n'y a pas ce désordre. Vous voyez les militants au sein du RADP insulter Alassane Ouattara. Ta femme, avez-vous déjà entendu qu'Alassane Ouattara a 2 femmes? Quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est honnête, qui veut diriger un pays, il ne peut pas s'appuyer sur des femmes, ceci, cela, histoire de caressons, histoire de trucs pour gouverner un pays. Là où il y a histoire de femmes, il y a problème. Il y a toujours division et il y a échec. Quelqu'un qui veut être un exemple pour diriger à bien un pays, il ne doit pas se fier sur les femmes, non. Il a sa femme, il se concentre sur elle, et le reste, c'est de se concentrer sur l'état du pays. Comment l'état se porte, comment le pays se porte. C'est-à-dire un pays qui se porte bien, c'est que les citoyens de ce pays, ils sont bien. Mais quelqu'un qui est au sommet d'un état, qui est là, son projet, c'est de coucher avec les femmes de gauche à droite. Quand il dort, au lieu de réfléchir aux solutions pour le développement du pays, il réfléchit plutôt comment il va faire pour coucher avec l'autre femme qu'il a vue hier dans la rue. Comment il va faire pour coucher avec un tel journaliste parce qu'elle a les lèvres pulpeuses. Ah, comment je vais faire pour avoir cette fille-là parce que ses fesses sont bien en forme. C'est mon goût. Ah, comment je vais faire pour... sa poitrine est bien volumineuse. C'est ça que je veux. Je veux manger ça. Mais quand c'est comme ça, une fois que les réflexions arrivent à ce stade, mais tu ne pourras plus rien faire. Et c'est ce qui a été le cas de Laurent Gbagbo. Et jusqu'à dans l'opposition. Il est aujourd'hui opposant. Au lieu de penser
à restructurer son parti. Non, il est là, il réfléchit. Ah, est-ce que j'ai bien fait l'amour à Nati Baba? Comment je peux faire pour tromper Nati Baba? Parce qu'il y a une petite là que j'ai vue dans les rues de Bruxelles. Ah, vraiment, c'est mon goût. Ah, comment je peux contacter mon porte-parole ou bien mon gars de corps pour faire comprendre à cette demoiselle que j'ai rencontrée hier que moi, Babo, je suis amoureux et qu'on doit se croiser dans tel hôtel. Voilà des idées qu'il anime. Et donc, il oublie la politique. Il ne sait même plus où il est. Pendant ce temps, vous vous entre-déchirez. Vous vous insultez. Vous vous donnez la mort. Oh, pourtant, Laurent Gbagbo, lui, il est au paradis. Avec les fesses des femmes, avec les seins des femmes. Avec les lèvres des femmes. Il rêve de ça seulement. Réveillez-vous. Réveillez-vous. D'autres diront que Guégué, tu manques de respect au président de la République. Ce n'est pas un manque de respect. C'est une démonstration parce que mes affirmations sont argumentées. Ce que je vous dis, c'est avec un argument. Pour vous convaincre. Et vous savez que les arguments que je vous donne, ce ne sont pas des arguments réfléchis et inventés. Ce sont des faits. Des faits palpables. Si vous pensez que je mens, mais allez-y sur les réseaux sociaux, vous verrez les clashs des gens. Vous verrez ce qui s'est passé. Parce que si la Côte d'Ivoire avait été attaquée dans les années 2000, c'est parce que le chef de l'État en question qui gouvernait le pays, il ne connaissait pas le rôle du chef de l'État. Lui-même, là, en tant que président, il ne sait même pas quel est son vrai rôle. Vous voyez, quelqu'un qui sait et qui connaît son rôle, il sait que si telle chose arrive, c'est à cause de moi cela est arrivé. Donc, il fait tout pour empêcher. Les gens accusent les rebelles. Mais quelle est la part de responsabilité de Laurent Gbagbo? Puisqu'il est le garant de la Constitution. Il est le garant de la stabilité de la nation. C'est-à-dire les 322 462 km². Il doit protéger ça. Voilà pourquoi il prête un serment. Et il prend un engagement devant le ciel et la terre et les humains pour dire, si j'ai failli à mon devoir, vous peuple, démettez-moi de mon pouvoir. Donc, le peuple a démis de son pouvoir et il pleure. Parce qu'il a failli à son devoir. Son devoir, c'est de protéger les Ivoiriens. C'était ça son devoir. C'était de défendre les intérêts intérieurs et extérieurs de la Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas défendu les intérêts ivoiriens. Que ce soit à l'interne ou à l'externe. Voilà pourquoi les Soro-Guillaume ont braqué les banques. Parce qu'ils n'ont pas su protéger les intérêts internes. Ils ont braqué des banques ici. Les Sia Popo ont braqué BCA de plateau. Soro-Guillaume a cassé BCA de trucs de braqué. Laurent Gbagbo n'a pas su protéger les intérêts internes. On a vu des soldats français piller des mines d'or. Ici, il n'a pas pu protéger les intérêts internes. Et ceux des intérêts externes, là, on n'en parle pas. Il allait signer des accords bidons. Accra Makoussi, entre Québec et je n'en sais rien là. Il a signé n'importe quoi. Il nous a envoyé l'ONU. Oh, pourtant, il est historien, il sait de quoi l'ONU est capable. Et après, il plaît, c'est l'ONU. C'est l'ONU. Mais qui a envoyé l'ONU? N'est-ce pas toi, Koudou? Quand il a envoyé l'ONU, tes yeux étaient fermés. Et il y a des gens qui se disent, ah, nous sommes des panafricains, ils suivent un tel homme. Mais l'homme que vous suivez là, il a envoyé le danger en Côte d'Ivoire. Il a signé à la CPI. C'était au Campo qui était là. Il a signé. Quand il signait là, ses yeux étaient cloués. Dans l'eau. Il ne voyait pas l'eau. Il ne voyait pas clair. Quand il signait pour dire l'ONU venait, il ne voyait pas clair. Il n'est-il pas historien? Un homme comme ça, qui a envoyé ce pays en Côte d'Ivoire, qui a envoyé l'ONU pendant que d'autres nations refusaient la CPI, pendant que d'autres nations refusaient l'ONU, il allait demander à Oufou Boahi. Oufou n'a jamais accepté que l'ONU arrive en Côte d'Ivoire. Pendant que Oufou était là, l'ONU passait partout en Afrique, sauf en la Côte d'Ivoire, parce que Oufou n'a jamais accepté que l'ONU arrive en Côte d'Ivoire. Lui-même, il était l'ONU de Côte d'Ivoire, lui-même Oufou. Alassane connaissant cela, il connaît de quoi est capable l'ONU. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? C'était de tout faire pour rapatrier l'ONU. Il a tout fait, il a chassé l'ONU. Quand Alassane est venu au pouvoir, parce qu'il sait que si l'ONU est là, son pouvoir ne va pas être stable. Il a tout fait, il a dit, écoutez, allez-y. Nous-mêmes, Ivoiriens, on est l'ONU dans notre propre pays. Ce n'est pas quelqu'un
un autre soldat, ou bien malgache, ou bien capverdien, ou bien japonais qui va quitter là-bas, surveiller les Ivoiriens garantis. Non, non, nous Ivoiriens même là, on est membre de l'ONU, donc on est capable de porter les vêtements de l'ONU pour représenter l'ONU dans notre propre pays. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara fait. Voilà comment on dit quelqu'un il est visionnaire. Il marche sur les pas d'Houphouët. Laurent Gbagbo, que vous dites, c'est un visionnaire, c'est un stratège politique, c'est un génie politique. C'est pas lui qui nous a amené l'ONU. En retour, qu'est-ce que l'ONU a fait? Qu'est-ce que l'ONU a fait? Est-ce que vous avez accusé ce Gbagbo-là? Toujours vous trouvez des excuses pour essayer de faire comprendre que non, Gbagbo était combattu. Qui a permis à ce que ces rebelles rentrent en Côte d'Ivoire? Posez-lui des questions. Puisque c'est lui, la sécurité des Ivoiriens était dans ses mains. Il n'a rien fait, il a laissé Soro et Ibé rentrer. Suite à ça, il dit l'ONU venait. Quand l'ONU est venu, l'ONU a tué des gens. Qu'est-ce que lui, Gbagbo a fait? Est-ce qu'il a poursuivi les soldats de l'ONU? Est-ce qu'il a une fois porté plainte? Rien. Tout ce qu'ils ont fait, il leur a pardonné. Un homme comme ça, vous le suivez encore. Quittez là-bas. Venez chez Alassane Ouattara. Venez chez Alassane Ouattara. Il est le seul capable de chasser l'ONU en Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'il n'y a plus de l'ONU en Côte d'Ivoire. D'autres vont me dire les véhicules onusiens qui défilent lors des trucs de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Oui, ces véhicules appartiennent à l'armée ivoirienne. Ça n'appartient pas trop. Mais puisque la Côte d'Ivoire fait partie de l'ONU, donc ces véhicules, voilà, c'est pour l'armée ivoirienne, mais cette armée est dans l'ONU. Donc ces véhicules, on prend ça souvent pour aller combattre ailleurs. Mais quand l'équipe ivoirienne doit quitter là-bas, on revient avec nos véhicules. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas prendre nos véhicules qui ont la couleur, ou bien les couleurs de trucs de la nation ivoirienne pour amener ça là-bas. Pour aller combattre en dehors de la Côte d'Ivoire, il faudrait que les véhicules portent la peinture, ou bien la peinture de l'ONU. Voilà pourquoi on a peint ces différents véhicules en blanc quoi là, blanc noir ou bien blanc bleu, voilà, pour aller combattre ailleurs. Alassane a chassé l'ONU en Côte d'Ivoire. C'est son dieu visionnaire. Il suit les pas du feu Boigny. Alassane a été le seul à dire à l'ONU, non, à la CPI, plus jamais un Ivoirien n'ira encore à la CPI. Il a été clair. Gbagbo est parti là-bas, vous savez pourquoi? C'est lui qui a signé, non? Pour dire l'ONU est bien. Quand il signait là, il pensait à quoi? Il pensait que c'est Alassane Ouattara qui allait partir là-bas. Tu sais, quand quelqu'un il prépare sa sauce et qu'il met du poison, il faut lui faire goûter la sauce. Il va connaître l'adresse du poison. Alassane l'a amené là-bas pour qu'il goûte ces pays-là. Comme il a goûté, si on lui disait Gbagbo vient, sa première démarche, il allait dire non, la Côte d'Ivoire n'appartient plus à la CPI. Parce qu'il a goûté, il a vu qu'il y a assez de conséquences dans cette histoire de ces pays. Tu as signé, c'était pour faire quoi? Pour amener les Ivoiriens. Aucun Ivoirien n'ira là-bas. C'est toi et ta bande qui allait partir, toi et ta bande qui allait être déporté à la CPI pour aller déguster la saveur de cette CPI. Après ça, vous-même, vous allez entreprendre des démarches pour dire non, Ivoirien ne peut plus aller là-bas. Bravo à Alassane Ouattara encore d'avoir fait goûter cette sauce empoisonnée par Laurent Gbagbo, à Laurent Gbagbo lui-même et sa bande. Et cette bande, il y a les bleus goûtés là-dedans. Simone Gbagbo doit dire Dieu merci. Elle n'a pas goûté. C'était un échantillon pour leur faire comprendre que quand on gouverne une nation, quels que soient les mésententes, il faut protéger tous les Ivoiriens. Il ne faut pas signer des accords bidons, car on ne sait jamais. Vous n'avez jamais entendu ça, on ne sait jamais dans la vie. Aujourd'hui, tu peux être bien, et demain, tu peux être faible, ou bien mal. Et lui qui était dans la faiblesse, il peut devenir le plus fort. Et toi qui étais le plus fort, tu peux devenir le plus faible. Donc, pendant que tu es fort, et quand tu signes des accords bidons, dans le but de faire du mal à ton adversaire qui est faible, dis-toi que, écoutez, le championnat peut chavirer, le championnat peut tourner, et lui qui était faible peut devenir fort, et toi qui étais fort, faible, et toi le fort qui maltraitait le faible, et qui avait signé des accords bidons, tu seras le premier à déguster ces accords. Ça a été le cas de Laurent Gbagbo. Je pense que je suis clair. Abonnez-vous sur la page et partagez le direct. Abonnez-vous sur la page et partagez le direct. C'est très important. Abonnez-vous sur la page et partagez le direct. Avec un Guégué, c'est en profondeur, ce n'est pas de l'amusement. Peut-être
les gens trouveront que ce que Djedje dit, il dit des bêtises. Parce qu'ils sont toujours dans les émotions. Ne regardez pas mon visage. Je sais que je ne suis pas beau. Est-ce que vous comprenez? Je sais que je ne suis pas un beau gosse. Je suis un vilain homme. Je n'en disconviens pas. Vous pouvez m'insulter. Djedje, tu es laid. On t'aime pas. Tu m'énerves trop. Ou bien tu nous énerves trop. Peu importe. Ça, c'est votre avis. Mais, quel que soit ce que vous direz, comprenez que Djedje, il vous dit la vérité. Et écoutez, la force de frappe que je dégage, écoutez la profondeur de mes analyses et vous comprendrez. Alors pour finir, je tiens encore à vous rappeler que Djedje, il a des médicaments extraordinaires qui seront là à la fin de ce mois. Et donc chacun peut passer déjà sa commande. Je tiens à vous rappeler, pour tous ceux qui ont le coco, qu'on appelle hémorroïde en Europe, l'hémorroïde, il n'y a pas son médicament à l'hôpital. On peut vous donner des pilules et tout, des comprimés, mais vous allez voir, quand il y a deux sortes d'hémorroïdes, il y a des hémorroïdes internes et externes. Ça, c'est pour finir. Et l'hémorroïde interne, vous voyez, vous êtes tout le temps constipé. Tu manges, tu fais truc, mais tu es constipé. Et ton ventre, ça fait brrr, les bouillonnements. Ça fait brrr, brrr. Tu as mangé, ça fait brrr. Tu as fait, ça fait brrr. Quand tu pars au besoin, tu chies la glaie. Tu vas aux toilettes, c'est la glaie qui sort. Ça, c'est l'hémorroïde interne. Et aussi, tes couilles, tes trucs, les deux boules qui sont en bas de l'homme, quand tu touches, ça te fait mal souvent. Et quand ça te fait mal, c'est que tu as l'hémorroïde. Et ça, sexuellement parlant, ça te rend faible. Alors, pour éviter que tu sois encore désormais faible, pour éviter que ton moteur ait des problèmes à démarrer, il faut passer ta commande. Docteur Djedje complet va te servir fin de ce mois. Parce que le médicament vient d'un village très profond appelé Godiagon, préparé dans un vieux canari. Et ce médicament a une puissance extraordinaire. Mon frère, si tu prends ça, tu ne vas pas regretter. Ma soeur, souvent il y a des femmes qui ont ça. Le coco, elles ne savent même pas. Et cela les empêche de tomber enceinte. Parce que le coco de la femme ne se manifeste pas de la même manière que le coco de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et puis l'hémorroïde externe, ça veut dire ça fait sortir l'anus. Quand tu t'en vas aux toilettes, ça sort, ça te fait mal. Ou tes yeux te grattent, tu frottes tes yeux gris-gris, et puis ça te démange, ça devient rouge, ça te gratte. Mon frère, si tu vois ça, ces signes que je viens de dire, c'est le coco, on appelle ça hémorroïde. Quand tu as ça, pour bander, c'est tout un problème. C'est un problème. Soit tu bandes, mais ça ne fait même pas 2 minutes et puis c'est mou. Oh, pourtant, la fille, elle t'aime. Mais tu as ce problème. Elle souffre, tu souffres. Mon frère, passe ta commande chez Dieu et Dieu compris. La guérison, elle est claire. Tu ne vas plus souffrir. C'est-à-dire, la fin de ce mois, ça sera là. Donc, on passe déjà ta commande. Maintenant, la faiblesse sexuelle. Il y a des gens qui ont des problèmes pour gré. Donc, soit, ils ne savent même pas quel problème ils ont. Soit c'est la faiblesse sexuelle elle-même, et que ce n'est pas le coco. Mais comme ils ne savent pas si c'est faiblesse sexuelle ou coco, ils ne savent même pas. Ils sont là, ils regardent. La faiblesse sexuelle, le médicament que j'ai là, ce n'est pas pour prendre des pilules. À chaque fois que tu veux aller jouer le match, la finale, ou bien le derby, tu vas prendre des pilules pour attendre 1h30 minutes, ou bien quelqu'un il te donne à toi tes pilules. Tout ça là, c'est du n'importe quoi. Ça ne peut pas te soigner. Tu ne peux pas porter à toi partout où tu iras. En vacances ou où tu veux aller, on ne sait jamais où l'occasion peut quitter. On ne sait jamais où l'occasion peut quitter. Imaginons tu as une petite occasion et puis tu n'as pas à t'ôter, tu fais comment? La fille va te traiter de trucs de nullard. Alors pour éviter ça, mon frère, il y a le médicament Djedje même. Ça vient du village. Un vrai médoc. Traitement de 2 semaines et puis c'est propre. On appelle ça la guérison instantanée. Tout est en forme. C'est comme si tu venais à peine d'avoir 18 ans. Tous tes nez sont dressés comme ça. On appelle ça le vrai cancan. Mon frère, tu prends ça, tu es en forme. Quel que soit le match.
Tu n'as plus besoin d'atoté ou bien pilule. Tu peux aller en vacances sans rien porter. Sur toi, aucune pilule sur toi, aucun atoté sur toi. Quelle que soit la direction d'où viendra l'adversaire pour aller jouer le match, le derby, mon frère, tu seras toujours en forme et prêt. Tu vas mouiller le maillot et gagner. Un vrai attaquant des points. Un redoutable attaquant. Drogba n'a rien fait. Tu vas marquer. Il aura toujours un but. Et les adversaires vont te respecter. Faiblesse sécheur, tu veux, tu prends contact avec Didier. Tu appelles, tu dis Didier, réserve-moi. Fin du mois là. Pour toi, prends. Quel que soit l'endroit où tu es, tu vas te servir. Et il y a des filles qui ont des règles douloureuses. Ma soeur, quand le mois termine comme ça, tu as peur parce que tu sais que la douleur va venir. Tu vas pleurer, traîner par terre. Ma soeur, pourquoi traîner? À l'hôpital, il n'y a pas de médicament de règles douloureuses. On te donne des pilules. Et avec le temps, ça crée le cancer. Pourquoi aller boire pilule? Souvent même, ça peut te rendre stérile. Hein? Le vrai médicament indigène arrive pour calmer les règles douloureuses, pour mettre hors d'état de nuit tout ce qui s'appelle règles douloureuses. Si tu veux, contacte le docteur Mondon, appelé Guy compris. Tu m'appelles ou tu m'écris et ta part est réservée. La fin du mois, tu vas recevoir ça. Alors, voici mon numéro 00 32 46 52 54 128. Je répète, 00 46 52 54 128. Alors, ça c'est le numéro belge. Maintenant, j'ai un autre numéro qui est pour la France. 00 33 7 53 02 44 64. Alors, sur ce, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Vous pouvez me joindre via WhatsApp ou appel direct. On est ensemble. C'était moi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le direct. Ciao.